Aujourd'hui, j'accueille Léo Poitvin, consultant SEO expérimenté et véritable spécialiste du netlinking. On a parlé de tout ce qui compte vraiment, comment identifier un bon lien, construire un profil de lien solide, choisir ses encres intelligemment et mettre en place une stratégie de netlinking efficace. Que tu sois débutant ou déjà avancé en SEO, cette interview va t'apporter des réponses claires et concrètes pour booster ton référencement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne Léo Wizards. Léo, salut Léo. Hello Arthur, ça fait grave plaisir d'être sur la chaîne des Wizards avec toi aujourd'hui. Et puis écoute, impatient de discuter de sujets intéressants quoi. Bah, carrément. Et aujourd'hui justement, on va parler de netlinking puisque Léo est plutôt bien placé pour parler de ça. Avant toute chose, Léo, je te laisse quand même si on t'a déjà reçu dans le podcast, le Wizards Podcast, je te laisse te présenter brièvement pour que les quelques personnes qui te connaissent pas dans l'audience puissent apprendre à te connaître rapidement et puis surtout savoir pourquoi est-ce que tu es pertinent aujourd'hui pour parler des sujets dont on va parler. Ouais, 100%. Bah écoute, ça fait maintenant 7-8 ans que je fais du SEO, Arthur. J'ai commencé, c'est trop marrant, en alternance au SEO de Cdiscount il y a fort longtemps. Après ça, je suis parti à Malte où j'ai vécu pendant grosso modo 3 ans et j'ai fait du SEO dans les niches très compétitives que les gens pratiquent sur l'île de Malte, qui était la niche grosso modo des jeux d'argent, dans de l'affiliation. Du coup, j'ai grimpé les échelons du corporate leader de l'échelle corporate petit à petit. J'étais head of SEO, j'avais une bonne équipe de 20-25 personnes. Je suis parti vivre en Thaïlande où j'ai continué à être dans l'affiliation pour les jeux d'argent, où grosso modo j'ai travaillé 5-6 ans. J'ai dépensé des centaines de milliers d'euros en backlink, soit moi directement, soit mes équipes. Et là, depuis 1 an maintenant, je suis devenu indépendant. J'ai lancé une agence SEO qui marche bien, qui s'appelle Astrac. Et je gère aussi une plateforme de backlink qui s'appelle Linkavista. Qui est donc quelque chose qui me donne un nouveau scope, une nouvelle manière de regarder le netlinking aussi, ce qui est assez intéressant. Donc j'ai pas mal acheté, j'ai pas mal vu des gens acheter, j'ai pas mal formé des gens à acheter du côté backlink. J'ai pas énormément vendu, mais maintenant je vends pas mal avec Linkavista en indirect et c'est un marché que j'adore, qui je trouve pas assez d'informations en France, donc ça fait plaisir de pouvoir en parler, démocratiser ça un peu. Trop bien. Alors déjà, avant toute chose, je tiens à te féliciter / vous féliciter pour Linkavista, qui est une plateforme de vente de liens dont on reparlera dans la vidéo, mais qui est vraiment très solide et surtout, c'est assez impressionnant la trajectoire que vous êtes en train de prendre et c'est concrètement, on voit que vous prenez de plus en plus de place, notamment côté éditeur, avec des vendeurs de liens qui communiquent de plus en plus dessus en disant que ça représente une grosse partie, voire même la majeure partie de leur chiffre d'affaires et ça en très peu de temps, donc félicitations pour ça à toi et à tes associés Léo. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, aujourd'hui Google, il est... comment ça se passe pour toi au niveau netlinking? Il y a beaucoup de gens depuis des années qui disent le netlinking c'est mort, il faut pas faire de liens, le lien c'est pas, il faut des liens naturels, il faut pas de liens achetés, blablabla. Quel est ton point de vue très global sur le netlinking et l'importance du netlinking aujourd'hui dans une stratégie SEO déjà? Ouais, en fait, je pense que quand on parle du netlinking, faut regarder genre très rapidement l'histoire du netlinking pour comprendre où ça va, comment c'est placé et tu vois la situation. Et en gros, près 2012, avant Google Penguin, etc., le netlinking c'était vraiment que du spam. Et ensuite, il y a eu toute une vague où les Américains, ils ont dit à tout le monde, ouais, le netlinking, faut faire que du white hat, faut être très clean, faut pas acheter, etc. Parce qu'ils revenaient d'un gros traumatisme où tout le monde s'était fait éclater chez eux. Et du coup, ils ont répandu une parole de faut pas acheter de backlink, etc. à tout le monde SEO, qui fait qu'on a des très bons SEO. C'est pas pour ça que le netlinking va continuer tout le temps d'être un signal qui va être aussi fort qu'il a été ou qu'il est encore alors qu'il est. Et peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, ça sera moins le cas. Mais alors qu'il est, le netlinking, c'est encore quelque chose qui est demandé, qui est nécessaire. Si t'as pas de backlink, grosso modo, c'est mort, tu pourras pas ranker. Sur un site nouveau, il faut faire des backlinks à un moment ou à un autre, que ça soit en naturel ou acheté. Et souvent, c'est un peu plus pratique d'acheter que de faire du naturel. Parce que, faire du naturel, ça coûte très cher, c'est beaucoup de promotion, c'est beaucoup de publicité. Là où acheter des backlinks, ça te permet d'avoir des backlinks qui sont puissants directement, que tu choisis avec la stratégie que toi t'as établie. Et honnêtement, ça permet d'avoir un truc qui marche bien. Donc moi je suis très partisan de pro achat de backlink de manière contrôlée, voilà, parce que c'est toujours un truc où quand on se lance au début en général on fait un peu n'importe quoi, donc renseignez-vous, formez-vous, faites appel à des professionnels et puis ça permet d'avoir des choses qui sont intéressantes. Ok, et alors il y a plusieurs grosses questions qui gravitent autour de toute cette thématique des backlinks, surtout pour des gens qui débutent ou qui sont un petit peu moins expérimentés. La première des questions, et c'est une question assez clé, c'est le choix de l'encre dans un backlink. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'encre, c'est le lien hypertexte. Quand par exemple, si j'ai un site qui fait de la location de voitures et que sur le site de Léo,
où à un moment il parle de voiture, je vais poser un lien et je vais mettre le site d'Arthur qui fait de la location de voiture, et bien si l'encre c'est le site d'Arthur qui fait de la location de voiture, j'aurais aussi pu mettre mon lien sur location de voiture, et quand les gens cliquent, et ben ils arrivent sur mon site. Ça c'est ce qu'on appelle une encre, et ça a une importance, enfin selon moi en tout cas c'est très important. Pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques? Comment est-ce qu'on ancre correctement quand on fait des backlinks? C'est trop bien que tu amènes le sujet des encres parce que c'est encore c'est le seul endroit où je trouve on peut encore faire des grosses erreurs en termes de backlink. En gros, Google petit à petit avec les algorithmes, il a rendu tous les liens, genre les liens, soit ils ont de l'effet, soit ils poussent, soit c'est des liens puissants, soit c'est des liens qui font rien. Mais il y a plus le concept de lien toxique, de lien qui va te faire baisser en ranking, etc. Pour moi, c'est un truc qui n'existe plus. Et du coup, la seule chose sur laquelle Google est encore un peu voilà touchy et il peut te bloquer, c'est sur les encres, parce que grosso modo, quelqu'un qui utilise une encre optimisée, donc le mot clé exact que tu veux utiliser, que tu veux faire ranker, typiquement location de voiture, s'il l'utilise trop, ça devient dangereux. Donc t'as vraiment les encres, c'est le seul facteur de danger qui reste dans la partie netlinking. Et donc faut pas utiliser trop ce mot-clé. Généralement, ce qu'on dit, c'est encre optimisée, tu dépasses pas 5%, 10% gros maximum, mais tu vois 5% à l'échelle. Et après, souvent, tu fais beaucoup d'encres qu'on va appeler encre générique, encre URL, encre brandée. Donc, tu vois des encres qui vont être, par exemple, Arthur-location-voiture.com parce que c'est ton nom de domaine, ou alors location de voiture de chez Arthur parce que c'est ton nom de marque, etc. Ça va représenter, on va dire, un bon 50-60% de tes encres, théoriquement, si tu veux être très naturel comme type de profil. Et après, tu as l'entre-deux, ou ce qu'on va appeler généralement le désoptimisé et le semi-optimisé. Le désoptimisé, ça va être décliquer ici, découvrir le site de location de voiture d'Arthur, etc. Et après, tu as le semi-optimisé. Et là, personnellement, c'est mes encres préférées parce qu'on peut un peu y mettre plein de choses différentes. Mais c'est par exemple de dire, bienvenue sur locationdevoiture.com, votre site préféré ou le meilleur site de location de voiture, et prendre des très grandes phrases, avoir des choses qui se mélangent au sein de l'encre, etc. Et ça, généralement, tu vas allouer 30-40% de tes encres au gros maximum en fonction de à quel point est-ce qu'elles sont forcées sur l'optimisation. Et c'est un peu les 4-5 types d'encre sur lesquels tu vas varier. Si vous êtes au début de votre carrière de netlinker, on va dire, d'acheteur de backlink, pensez à une chose, faites pas trop d'encre optimisée parce que vous allez les regretter plus tard, généralement. Parce que souvent, vous achetez mal, vous achetez sur des mauvais spots, vous achetez des backlinks Fiverr ou des choses comme ça, vous achetez 100 000 backlinks d'un jour et vous mettez votre mot-clé. Et après, dans 6 mois, vous êtes en train de vous en vouloir en vous disant, putain, mince, peut-être que j'ai mis une encre trop optimisée. Donc voilà, commencez avec des encres plus chill, des encres cliquez ici, site, des encres brandées, des choses un peu plus classiques. Parce que les encres optimisées, pour le coup, vous risquez de vous allez vous en vouloir à terme, quoi. Au passage, petite information importante, Linkavista lance 2 offres spéciales. Du mardi 9 au jeudi 11 septembre, tu as 10 € de bonus sur ton dépôt. Et du vendredi 12 au dimanche 14 septembre, c'est carrément jusqu'à moins 40% sur les backlinks pas chers. Je te remets le lien juste en dessous si tu veux en profiter. Et est-ce que tu conseillerais justement aux gens qui nous écoutent d'avoir une stratégie où justement tu es assez soft dans ta stratégie d'encre. Par contre, quand tu achètes un gros lien où tu sais que le lien il pousse, là tu encres petit. Est-ce que c'est quelque chose que tu à 100%. Okay. Bah, c'est toutes les encres petits. À chaque fois, en fait, je me dis pas il faut que j'ai 5% d'encre petits. Je me dis juste grosso modo tous les 10 sites ou 15 sites que j'achète, tu vois, le meilleur des 15 grosso modo, c'est lui qui va naturellement, où je vais me dire bah tiens là j'ai envie d'y aller, quoi, j'ai envie de mettre une encre petit parce que ça serait dommage de gâcher un site que t'as payé 500 €, 1000 €, tu vois, en achat, qui est un gros média, potentiellement t'as acheté un backlink chez CNews ou chez Le Figaro ou un gros truc comme ça et tu mets une encre qui est toute légère et pas ouf. Dans ce cas-là, ouais, ça fait mal, ça fait un peu mal de se dire site internet en encre sur un lien que t'as payé 1000 balles. Donc à chaque fois, c'est les liens, les encres optimisées, ça va être pour les plus gros liens, évidemment. T'as dit quelque chose qui était intéressant aussi. T'as dit que pour toi, il n'y avait pas de lien toxique. Ça veut dire que si quelqu'un fait 100 liens sur son site et potentiellement dans le lot, il y a des liens qui sont pas forcément des bons liens, voire même une grande majorité de mauvais liens, ça aura pas d'impact négatif. C'est juste que ça ne poussera pas, quoi. Ouais, exactement. Surtout si tes 100 liens ont été faits sur la même journée. Bon, alors là, c'est le top du top parce que grosso modo, t'as vraiment envoyé un signal de spam à Google, un signal de j'ai envoyé beaucoup de backlinks la même journée avec la même encre. Tout est arrivé en même temps. Google, il a tout vu en même temps. Il s'est dit bon, là, la personne est en train d'essayer de manipuler, donc on enlève, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent? On pourrait dire ils vont dégommer le site, ils vont le détruire, quoi. Parce que le gars est en train d'essayer de me manipuler, donc je vais le détruire. Mais
comme c'est des choses qui se passent en dehors du site, si jamais on fait ça à la concurrence, bah on peut se permettre de détruire un site concurrent. C'est pour ça que Google il a décidé que les liens toxiques n'existaient plus, entre grands guillemets, c'est 2016.4, quelque chose comme ça, où il dit voilà, on arrête de prendre en compte les liens de spam, parce que sinon si on les prend en compte négativement, ça veut dire qu'on peut attaquer les concurrents, et Google il fait très attention à ce qu'on ne puisse pas attaquer ou manipuler voilà, sa recherche, pourquoi pas, mais celle des concurrents surtout pas, parce que sinon tu rentres en guerre sur Google, plus que de te promouvoir toi-même, tu finis par être en guerre contre les autres. Donc c'est quelque chose qu'il veut absolument éviter, et au final pour moi, les liens toxiques sont vraiment plus du tout. C'est plus une réalité, quoi. C'est plus un truc qui existe. C'est juste soit le lien est positif, soit il l'est pas. Et plus t'envoies de signaux de spam, c'est-à-dire beaucoup de liens en même temps, sur la même période, avec des encres très optimisées, toujours la même, depuis des sites qui sont un peu connus et reconnus par Google. En général, à ce moment-là, il va pas prendre en compte. Il va être juste là. Bon, voilà. Okay. Il a essayé. Alors, on enlève. Ça marche. Il y a une autre question que se posent beaucoup de gens. C'est vers quelle page est-ce qu'on doit faire nos backlinks? Exemple concret, voilà, j'ai mon site leswizards.com. Demain, je me dis, oh là là, il faut que je mette en place une stratégie de netlinking. Où est-ce que je fais mes liens? C'est-à-dire, pas forcément, alors pas de l'extérieur, mais sur quelle page de mon site je renvoie les backlinks? Ouais, bah c'est... Alors, c'est super intéressant, et c'est un truc où justement moi j'ai changé d'avis il y a 1 an à ce propos. En gros, il y a 1 an, il y a eu l'update Google avec les leaks, et dans les leaks, il y a une info qui est assez intéressante, qui est le fait que les backlinks qui sont envoyés sur la homepage, ils boostent tout le site. Mais c'est pas juste la répartition du PageRank interne un peu traditionnelle, etc., etc. C'est vraiment, plus t'envoies de patates sur la homepage, plus t'as tendance à relever le site. Et avant, je fonctionnais vraiment sur la théorie algorithmique de le PageRank se déplace en interne en fonction des backlinks internes, etc., etc. La réalité, c'est qu'en fait, le homepage est plus puissante et ça me permet de mieux performer, assez simplement. La réalité, c'est que c'est rarement la homepage qui est notre money page. C'est vraiment là-dessus qu'on essaie de faire de l'argent. Souvent, ça va être sur ta page, quand tu es sur le site des Wizards, par exemple, meilleure plateforme de backlink ou quelque chose comme ça, où c'est là où tu sais que ton argent va rentrer. Donc, avant, historiquement, je t'aurais dit 80-20, tu vois, ou quelque chose comme ça, avec 80 sur de l'interne et 20% seulement sur la homepage. Maintenant, je recommande au moins 50, 60, voire 70% de backlink sur la homepage, et voire même si ta homepage, c'est un mot-clé qui est important, et que c'est une money page, tu peux monter à 80-90%, le temps qu'elle rank, et ensuite aller chercher de l'interne. Mais grosso modo, historiquement, j'étais plus, visons sur de l'interne. Maintenant, je pense que la homepage a vraiment une importance qui permet de relever tout le site et qui fait beaucoup de bien. Ok, super intéressant. Autre question assez courante, c'est maintenant que je sais à peu près comment en créer et où faire mes liens, combien je fais de liens par mois? Et on prend vraiment le cas on va prendre plusieurs cas de figure. Ouais. C'est-à-dire que évidemment ça va dépendre, mais on va supposer, voilà, je suis un petit éditeur de site, je viens de lancer mon premier site d'affiliation par exemple. Tu ferais combien de liens pour ce type de profil-là dans un premier temps? Ouais, en fait, j'ai une métaphore sur le nombre de liens que j'adore, c'est la métaphore de la voiture. C'est-à-dire que quand t'es en voiture, tu peux pas faire tes 0 km/h posés sur ton parking et aller en 5e directement et être à 150 km/h, tu vois, c'est pas possible. Donc en fait, le netlinking, ça va être la même chose. Faut pas essayer de passer la 5e et être à 150 comme ça. Faut que tu passes ta première d'art. Donc en fait, tu vas faire une première semaine ou un premier mois avec 1 lien, 2 liens, 3 liens. Et ensuite de ça, hop là, on va pouvoir passer à la deuxième. Et là, tu peux monter par semaine, potentiellement 2 liens, 3 liens, 4 liens. Et ensuite, hop là, et tu augmentes comme ça progressivement ton nombre de liens par semaine ou par mois. Et le but, c'est d'avoir une trajectoire qui soit naturelle. Encore une fois, Google, il aime bien les trucs naturels, en fait. Il nous demande toujours, soyez naturel. Et donc, faut mimiquer le naturel, malheureusement. Et donc, avoir cette progression tranquille de peut-être le premier lien, tu fais 2-3 mois, le deuxième lien, tu fais 3-4 mois, etc., etc. Et plus ta montée, elle est progressive, mieux tes liens seront pris en compte, mieux ils seront appréciés par Google. Parce que si tu as une montée qui est trop immédiate, en fait, d'un coup, ce qui se passe, c'est que Google se dit, OK, bah là, ça a l'air d'être du spam, et donc je vais réduire la puissance de ces liens, je vais réduire la prise en compte de ces liens, je vais pas tout prendre en compte, pas tout à full puissance. Et tu peux, en fait, envoyer 50 liens le premier mois, 50 liens le deuxième mois, 50 liens le troisième mois, etc., et avoir toujours une fréquence très exacte. Mais les premiers mois vont être un petit peu à perte, et tu vas pas vraiment savoir, enfin, Google va pas vraiment savoir apprécier la puissance de ses premiers liens, parce qu'il va se dire peut-être qu'il est en train d'essayer de spammer. Ce qui est pas complètement faux d'ailleurs, donc au final il se trompe pas trop, mais voilà, c'est bien la métaphore d'augmenter progressivement comme tu augmentes la vitesse d'une voiture et savoir être patient. Et après en termes de quantité absolue, y a pas de limite, tu peux aller à 100 000 liens par mois, etc. Le tout c'est toujours un peu de se dire, bah mes concurrents ils ont combien de backlinks? Ils en ont peut-être 200, j'ai envie de les rattraper en combien de temps? En 1 an, bon bah ça va faire approximativement 15 liens par mois.
je vais sûrement finir l'année à 25 et commencer l'année à 0. Et ensuite, on fait une montée progressive sur tout ça. Et comme ça, tu sais qu'à la fin de l'année, tu arrives au nombre de backlinks de tes concurrents. Donc souvent, c'est juste, voilà, montée progressive, je nivelle, je lis sur l'année et je fais ça comme ça. Et après, on est d'accord, pour le coup, tu vois, là, tu viens de prendre un cas concret où le concurrent a 200 liens et l'objectif, c'est de le rattraper progressivement. Y a beaucoup de gens aussi qui ont un peu ce biais de, OK, j'ai atteint le nombre de liens à peu près correct dans mathématiques, donc je ne fais plus de liens à partir de maintenant. On est d'accord que le lien, il faut, quand on a choisi un rythme de croisière, il faut vraiment s'y tenir, quoi. Bah, tu peux, en fait, c'est aussi ok de le réduire au bout d'un moment parce que si t'es sur un marché où tout le monde l'a fait en 10 ans, toi tu l'as fait en 1 an, tu vois, t'as bombardé. Si tu gardes le même rythme, tu risques d'être explosif, on va dire, surtout si c'est dans des logiques un peu investissement long terme, etc. Après, par contre, un truc qui est en effet super intéressant, c'est si t'es pas premier sur tous tes mots-clés et que t'as pas grosso modo 2 fois plus de backlinks que le numéro 2, c'est encore un levier sur lequel tu peux appuyer et il faut appuyer primo parce qu'en fait, ça va te permettre de creuser l'écart. Et plus tu auras d'écart, plus tu auras une barrière à l'entrée qui sera grosse sur ta thématique, sur ton site, moins les gens auront de chance de revenir. Alors qu'il est, je suis en concurrence par exemple sur une SERP américaine, une page de résultats américaine sur Google, sur une requête où il y a c'est Hunter.io qui est devant moi, et Hunter.io parce qu'ils ont une ancienneté, parce qu'ils ont une autorité de fou furieux, on a besoin de tellement de backlinks et tellement d'efforts pour les dépasser que ça vaut même pas le coup pour nous d'essayer d'aller les manger. Donc en fait, t'as vraiment une logique de barrière à l'entrée qui s'est construite où on peut pas aller se les faire, on peut pas, c'est trop d'efforts. Donc créer ça pour soi, c'est un putain d'avantage. En fait, il y a toujours un petit qui te regarde et qui dit non, celui-là a créé trop de barrières à l'entrée, c'est trop, ça va être trop de budget en netlinking, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, il y a des fois, t'es sur des morceaux de thématiques où tu vas avoir besoin d'un peu moins, des fois sur d'autres morceaux quand t'élargis le marché, quand t'élargis tes mots-clés, quand t'élargis le nombre de sujets que tu traites, et il y a des fois, t'as besoin d'élargir. Après, bon, si t'es 3 fois plus gros en termes de netlinking que toute la concurrence et que t'es premier partout, tu peux ralentir sur les backlinks, hein. C'est ok, tu vois, à ce moment-là. Mais bon, souvent, c'est un truc que t'aimes bien conserver, c'est tellement rentable que t'as pas envie de forcer différemment. Est-ce que t'as du feedback à nous partager sur la sandbox de Google? Parce que pareil, je sais que ça concerne pas mal de nos auditeurs qui commencent à éditer à éditer des sites. Et cette fameuse sandbox, on a un peu la sensation de notre côté qu'elle est de plus en plus compliquée, c'est-à-dire qu'elle dure de plus en plus longtemps, elle est de plus en plus frustrante. Est-ce que c'est quelque chose que tu repères aussi de ton côté avec tes clients potentiellement? Ouais. Ah ouais, de ouf. Ça, c'est vraiment, combien de temps, grosso modo, pour toi, elle dure combien de temps cette sandbox aujourd'hui? Historiquement, les gens, c'est trop marrant parce qu'il y a super longtemps, les gens ils disaient que c'était 6 semaines, tu sais. Après, t'as eu un espèce de commun accord sur 6 mois. Ouais, moi je trouve qu'on est à. Et maintenant, c'est 6 ans. Ouais. Putain, si tu faisais pas du SEO en 2012, tu peux plus ranker maintenant, c'est possible. Non, en vrai, un site qui a pas 1 an, tu peux pas surperformer avec. Faut au moins, soit les 6-12 premiers mois ont été très explosifs. Les gars ont fait si t'as bombardé en marketing comme un malade pendant 6 mois, tu peux sortir de ta sandbox après 6 mois. Mais la réalité, c'est qu'en général, tu sors de ta sandbox après 9-12 mois, quoi, facilement. C'est super long en fait, le travail est super long et un jour par contre, bon bah voilà, c'est trop marrant parce que tu parles de ça comme si c'était un truc, un jour tu t'es béni des dieux, t'as une update et hop là tout monte, c'est la folie, t'es trop content parce que tu sens que ça sort, c'est ta première fois et t'es là très heureux, mais ouais clairement c'est de plus en plus long, et c'est relou de ouf. Patient. Ouais, keep publishing, c'est bon, okay. Faut appuyer sur publier, ça roule. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois revenir chez les éditeurs de sites, chez les clients peut-être de Linkavista, ou sur leur stratégie ou tes clients à toi sur ton agence, sur leur stratégie précédente en netlinking? Est-ce qu'il y a des trucs qui reviennent et qui sont vraiment red flag, quoi? Oui, il y en a. Alors, la chance que je sais, c'est que je sais que c'est pas red flag pour moi, entre guillemets, dans le sens où je me dis pas qu'il y a de liens toxiques. Donc au final, c'est ok, tu vois, c'est juste les personnes ont gaspillé de l'argent. Donc au final, je me dis bon bah dommage pour vous, mais il y a rien d'irrattrapable. Souvent par contre, t'as 2 choses. Les clients, ils s'en veulent d'avoir acheté des backlinks Fiverr au début. Quand on leur a promis 1000 backlinks pour 10 €, ils ont sauté sur l'occasion. Et si un backlink ça vaut 100 € et que là on te propose 1000 backlinks pour 10 €, il y a un problème. Et grosso modo, même si tu penses que c'est une bonne idée maintenant, tu risques très fort de le regretter plus tard. Encore une fois, mon message là, il s'adresse aux gens qui commencent le netlinking et qui tombent un peu dans l'offre facile. Si t'es un SEO chevronné et que c'est des tests de spam que tu fais pour des stratégies un peu particulières,
grand bien t'en fasse. N'écoute pas ce que je dis, c'est pas pertinent pour toi. Mais pour les personnes qui commencent tout juste le netlinking, faut pas tomber dans ce piège-là d'acheter du backlink à très très peu cher dans des très grosses quantités parce que vous allez vous en vouloir plus tard. Souvent vous faites quelques erreurs à ce moment-là et vous en voulez plus tard. Donc ça c'est un côté de l'échiquier. Et l'autre côté qui est rarement le côté que les gens vont te dire ouais c'est une erreur que j'ai commise et je sens que j'aurais pas dû faire ça, mais qui selon moi est une erreur et quelque chose qui biaise un peu l'aspect netlinking, etc. C'est le fait de surpayer du backlink et de le surpayer à généralement des très grosses agences qui vont surfacturer des liens qui poussent pas. Et ça c'est un truc qui arrive très régulièrement. C'est pas le cas de toutes les agences SEO, loin de là. Il y a plein d'agences avec qui on travaille chez Linkavista qui font du très bon travail, mais t'as des agences qui voilà des fois ont des vieux PBN qu'elles ont mal entretenus tout au long de leur vie, qui sont des sites qui poussent très peu, où t'as peu de métriques, pas de trafic, etc. Et elles vont revendre les liens plusieurs centaines d'euros. Et des fois, tu vois des clients arriver, ils ont filé 5 000 euros à une agence, ils se retrouvent avec 10 liens qui sont des liens qui sont en vente normalement pour 20-30 euros, quoi. Donc c'est un peu triste. Les gens ne diront jamais ouais j'ai fait cette erreur là, mais pour moi c'est une réalité, c'est une erreur parce qu'en fait t'as mis un budget de ouf dans un truc qui t'a pas rapporté d'argent et on arrive à faire des choses qui sont bien mieux que ça généralement. Donc voilà, c'est un peu le cas où je me dis ouais ça c'est des cas qui sont un peu touchy, mais sinon globalement c'est soit payer pas assez cher, soit payer trop cher. Souvent t'as un juste prix qui est réel, faut pas essayer de le bypass. Ok. Et du coup, tu t'as parlé des potentielles agences qui achètent des mauvais liens. Alors nous, on en parle très régulièrement dans les podcasts aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont très 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 perchés sur ces sujets-là et qui dépensent des montants astronomiques dans des liens complètement à chier. C'est ce qui fait d'ailleurs que le secteur de la vente de liens, aussi côté éditeur, est un sacré Eldorado. Pour toi, c'est quoi les facteurs d'un bon lien aujourd'hui? Si tu dois choisir un bon lien pour tes clients, comment est-ce que tu le choisis? Ouais, il y a plein de putain, j'aime trop cette question parce qu'il y a plein de facteurs. J'ai toujours kiffé. Il y a un truc, ça c'est vraiment l'anecdote quoi. Et j'ai pas revu des gens trop le faire. Les plateformes le font un peu, mais de faire ses propres indices, ses propres index de puissance et tout. C'est un truc que j'ai toujours passé ma vie. Je faisais des calculs, hop là, action logarithmique sur le trafic par rapport au prix, par rapport au truc. C'est trop marrant. C'est mon petit côté mathématicien ça. Et à la fin, ça sort toujours des trucs qui sont dégueux et voilà, c'est juste un espèce de proxy de mon cerveau. Mais les trucs que je trouve le plus important maintenant, alors qu'il est en 2025, tu vois, les datas que j'aime vraiment, c'est le nombre de mots-clés que le site a en top 3. Ça, c'est un truc qui est vraiment... Linkfinder, ils ont sorti la data, j'étais là, mais oui, parce qu'en fait, c'est un proxy pour le trafic, mais tu peux pas manipuler ça aussi efficacement que le trafic. Donc en gros, très bon proxy sur l'efficacité et la puissance d'un site au vu de comment les outils fonctionnent, sans avoir les failles classiques de ce truc-là. Donc nombre de mots-clés top 3, c'est très important. Trafic, je trouve que ça assez bien quand même, mine de rien. En vrai, ça reste une bonne métrique. La valeur de trafic aussi que Ahrefs te donne, c'est quelque chose que je trouve très quali parce qu'en fait... tu peux moins le manipuler que du trafic. Là aussi, hein, t'as un facteur qui vient s'appliquer qui est différenciant là-dessus. Et ensuite, honnêtement, j'aime beaucoup le DR de Ahrefs, le CF de Majestic fait le taf, le nombre de RD, c'est aussi des proxys qui sont sympas. Je préfère toujours le proxy quand même, nombre de mots-clés top 3, mais c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec les métriques un peu off-site traditionnelles. Et pour moi, la métrique la plus importante, c'est le prix. Voilà, s'il y a un truc qui a un prix abordable, faut y aller. Comme il n'y a pas de truc toxique, c'est que des paris que tu fais. Donc si le pari est gratuit, faut le prendre, quoi. Dans tous les cas, au mieux, tu peux gagner quelque chose. Au pire, il se passe rien. Du coup, je filtre toujours au niveau du prix. Et c'est très rare que je paye des liens très très chers. Et après, le dernier petit point qui est sympa, Google News, je trouve que c'est un petit facteur un peu sympa que j'aime bien voir chez un site. Si c'est un Google News, potentiellement, il y a du trafic discover, potentiellement, il y a des trucs intéressants qui peuvent se faire. Donc voilà, c'est des petits facteurs en plus qui donnent un petit charme au lien, au backlink, je trouve, VS les backlinks un peu généralistes, classiques. Avant de donner la recette du coup d'une bonne campagne de netlinking selon toi, ou d'une bonne stratégie de netlinking en tout cas, concrètement aujourd'hui, comment est-ce que tu monitores les liens que tu achètes? Est-ce que tu traques le fait qu'ils s'indexent bien, qu'ils se désindexent? Est-ce que tu as un suivi toi de ton côté pour t'assurer que, ou alors juste tu fais du volume et tu sais que le volume que tu fais va remplacer ce qui saute? Enfin, tu vois, c'est quoi le... Ça dépend. En gros, quand j'achète, il y a toujours 2-3 manières d'acheter différentes en fonction des types de backlink que j'achète et du mood, entre guillemets, dans lequel je suis, du budget du client aussi.
Et grosso modo, soit on achète des liens qui ont une certaine valeur, ou alors on les achète avec une stratégie un peu parasite, où on sait qu'on va faire des très gros articles avec objectif de ranker pour faire de la publicité, de la notoriété, etc. Et dans ce cas-là, je vais vérifier l'indexation, je vais même vérifier le ranking pour le coup, et vérifier, voilà, est-ce que la stratégie un peu parasite sur ce backlink, elle a tendance à prendre. Souvent, c'est les backlinks les plus chers, donc au passage, c'est normal aussi d'y mettre un peu plus d'attention. Ensuite, les autres typologies de backlink, il y a des fois, on achète du backlink pas cher du tout, en très grand volume, et là, je vais check l'indexation pour juste savoir si on est en train de faire une bonne affaire ou si juste les backlinks indexent pas et c'est plutôt négatif. Et le dernier point, ça va être les entre-deux. Les entre-deux, ça va dépendre des clients, du volume, de la situation. Ce que je préfère faire au final, souvent, c'est pas trop checker, repasser en général une fois de temps en temps l'intégralité des backlinks d'un client dans un indexeur, histoire de reforcer un peu, mettre un petit coup de pile au cas où les backlinks se sont un peu endormis. Et de façon généralement, enfin voilà, tu peux toujours te les faire rembourser, mais ça devient un enfer après de chatter avec tous les vendeurs de liens, d'aller tout discuter. Au final, je préfère prendre des clients qui ont un peu plus de budget et me dire bon bah on va laver ça sur la quantité. On est très diversifié à chaque fois en termes de méthode d'achat où on travaille soit avec des gens qui font du ninja, soit avec du backlink pas cher. Comme on en fait sur Linkavista, soit avec de la marketplace. Bon, moi pour le coup avec l'agence, on passe aussi beaucoup avec Linkavista. Quand il y a des gros écarts de prix, on passe aussi par Linkfinder pour aller voir ce qui se passe ailleurs, et ça reste toujours intéressant. Mais grosso modo, souvent, mis à part les très gros backlinks qu'on monitore très bien, la moyenne on les monitore pas, on force l'indexation régulièrement histoire d'être sûr que ça pousse. Et quand on teste des nouvelles plateformes, des nouveaux types de backlinks, des trucs qui sont un peu chelous en termes de la manière dont ils sont placés dans le site, là je monitore un peu plus par contre pour être sûr qu'en effet il y a pas de problème et que tout roule. Ok. Eh ben, on peut en venir au sujet, enfin, vraiment la clé de cette vidéo, maintenant qu'on a parlé de tous ces sujets et qu'on a bien fait le tour, c'est aujourd'hui comment tu construis une bonne stratégie de netlinking. Est-ce que tu diversifies tes profils de liens? Là, tu as commencé à évoquer certains types de liens différents. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui si tu veux positionner au mieux le site d'un de tes clients ou un de tes sites? Ouais, alors la première chose, ça dépend toujours. En fait, c'est la première question que toute personne se pose en netlinking, c'est combien de temps et de budget j'ai à y attribuer, tu vois. Si t'as pas beaucoup de temps et beaucoup de budget, le mieux c'est que tu délègues, tu vois, ton budget à une grosse agence qui va s'en charger, c'est top, ils vont faire du bon travail. Si t'as pas beaucoup de temps et pas beaucoup de budget, bah peut-être fais juste du ninja linking que tu vas trouver toi-même, etc. Enfin, donc si t'as beaucoup de temps et pas beaucoup de budget, voilà, fais du ninja linking. Si si t'es sur un entre-deux, bah en général c'est là où tu vas devoir concevoir ta stratégie. Donc là tu peux prendre note parce que ça va rouler. Grosso modo, la première chose à faire, je pense, c'est il faut se définir un peu c'est quoi l'objectif, combien de liens est-ce que je vais acheter, sur quelle période. Généralement, moi j'essaie de me baser sur un an, de rattraper les concurrents 1 an ou 2 ans parce que c'est des objectifs qui sont atteignables. Et ensuite, en effet, je vais essayer d'aller chercher de la diversité. Donc tu vois, les choses que je fais maintenant qui marchent très très bien, c'est, je trouve, des backlinks que je vais appeler des backlinks type parasites. Donc tu vois, des trucs genre le petit journal ou des gros médias où on sait qu'ils rankent très fort dans plein d'endroits. J'en teste plein de différents, et ce que je fais, c'est que je leur fais des très longs articles avec pour objectif d'aller ranker sur des mots-clés qui vont être un peu middle trend, long trend. Ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre d'aller se placer sur les IA, déjà pour commencer, parce que c'est de l'externe et qu'en fait ChatGPT, il va aller faire une recherche, il va tomber ce site qui parle de toi, ça va améliorer ta notoriété et ta réputation sur les IA. Donc pour ça, c'est top déjà pour commencer. Et la deuxième partie, c'est que tu vas permettre d'aller taper plein de petites requêtes en long trend, donc potentiellement quelques petits clics, ça va faire un petit peu de trafic, etc. Et ça va valoriser un peu ces backlinks. Donc ça, c'est souvent le haut du panier qui marche très bien. Et j'aime bien diluer ça avec soit du backlink pas cher sur Linkavista, soit si on est sur un client qui est sur une thématique qui est plus précise, qui a besoin de travail, etc. Soit avec des liens à 50 balles, donc tu vois des liens qui vont être sympas, qui font un peu de trafic, qui ont des bonnes métriques, qu'on va aller sélectionner les uns après les autres. D'ajouter un peu de ninja aussi, de ninja linking généralement là-dedans, parce que ça permet d'avoir un peu de diversité et de variété. Et généralement, du coup, les gros backlinks, ils vont taper les grosses requêtes qui vont être essentielles, et on va les cibler sur les grosses money pages avec des encres optimisées. Tout le backlink pas cher, c'est que de l'encre désoptimisée pour essayer d'aller envoyer un peu de volume sur le site, le faire respirer, désoptimiser les encres. Sur le ninja linking, pareil, je fais que des encres désoptimisées continuellement, histoire de là aussi être sur le niveau d'optimisation. Et après, en termes de budget, de combien est-ce qu'il faut envoyer, etc., ça dépend vraiment de la thématique. Pour le coup, on gère des clients qui envoient, 200, comme on gère des clients qui envoient 5000 par mois. Forcément, ça entraîne des stratégies qui sont un peu différentes, parce que quand on a que 200 euros, généralement, le premier mois, on fait un peu d'annuaire, on fait un peu des trucs un peu plus cheap. Quand on en a 5000, bah là, forcément, on peut partir sur une stratégie qui est bien plus réfléchie, avec toutes les money pages qu'on va pouvoir aller tabler, comment est-ce qu'on les fait gagner en progressif, etc., etc. Donc, ça dépend pas mal de, voilà, budget, volume, etc. Mais ça donne déjà quelques clés.
sur les stratégies possibles. Et généralement, comme tu le disais dès le début, hein, avoir un haut du panier encre optimisé qui a pour but de ranker avec des articles très bien travaillés sur des gros médias, ou je dis des gros médias parce que je pensais au petit journal, mais des médias qui rankent en fait, simplement des sites qui rankent, et après avoir du volume qui vient à côté avec un peu de métrique ou pas trop, voilà, qu'on contrôle nous-mêmes ou qu'on délègue, et juste qui va venir faire respirer le site, qui va venir gonfler un peu le volume. Ça fait beaucoup de bien aussi, juste pour aller chercher de la désoptimisation. Ok. Et donc, t'en as parlé, vous avez des liens dits pas chers sur Linka Vista. Je crois que c'est une nouveauté que vous êtes en train de lancer en ce moment. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Et moi, ce que je veux savoir, parce que moi j'ai ma petite idée là-dessus et que je sais que vous êtes aussi très transparent et très honnête dans votre manière de procéder. Mais est-ce que tu penses que faire ce type de lien uniquement, c'est une fin en soi? Est-ce que ça peut être une stratégie? Est-ce que c'est mieux que de ne rien faire? Ou alors est-ce qu'il faut assez naturellement le mixer avec d'autres types de liens et que ça fait partie d'une stratégie globale? Ouais, 100%. C'est trop marrant. Tu sais, on discutait du nom avec l'équipe et moi j'étais là. Franchement, on appelle ça backlink pas cher, hein, quoi. C'est ce que c'est. Voilà, faut pas trop se prendre la tête. C'est ce que les gens vont kiffer, tu vois. C'est le nom, quoi. T'appelles ça backlink dit pas cher. J'ai l'impression que c'est ce que vous vendez, tu vois, pour pas trop dévaloriser votre produit. J'étais là, non, c'est des backlinks pas chers. Faut accepter ce que c'est, quoi. Mais du coup, ouais, on a sorti les backlinks pas chers début août. C'est cool, les gens apprécient. Ça a l'air de bien marcher. Moi, j'en ai acheté pas mal, hein, moi-même avec l'agence, que ça soit à l'équipe ou pour le site de l'agence directement. En effet, comme tu le dis, je pense, alors, deux possibilités. Soit vous avez rien du tout et vous avez pas le temps et vous avez un peu d'argent. Et c'est dans ce cas-là, en fait, c'est un bon sujet. T'as envie de mettre 50 ou 100 euros. C'est le cas classique. T'as un shop de dropshipping. T'as envie de mettre 50 ou 100 euros sur la partie backlink parce que tu sais que c'est important, mais tu sais pas trop comment le faire, où est-ce que tu dois acheter, t'as pas le temps, t'as pas envie de te renseigner là-dessus. Et ben, c'est une solution un peu le go-to facile pour lancer la machine, tu vois. Et ça permet d'aller faire du volume, d'aller lancer la machine, de commencer à apprécier la chose. Maintenant, tu as envie d'aller sur des gros mots-clés et tu vois, tu as des gros concurrents qui sont installés historiquement, etc. Faire uniquement du backlink pas cher tout le temps, ou dès que tu dépasses des budgets, dès que tu commences à envoyer 500, tu vois, 1000 euros par mois en netlinking, bah, aller envoyer que du backlink pas cher, c'est sûrement une opportunité manquée, tu vois. Et souvent, à ce moment-là, il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide pour choisir les spots, ou alors que ta fan toi-même va le faire. Et à ce moment-là, tu peux commencer à trouver des spots qui sont sympas, avoir une stratégie qui est plus diversifiée, à aller chercher des encres optimisées, à faire des choses qui sont sympas. Parce que je pense, perso, que du backlink pas cher uniquement, ça fait un peu, c'est pas si diversifié en termes de profil de lien, la qualité des métriques, voilà, c'est un typologie spot, c'est bien d'avoir un peu de tout. Il est important de faire un peu de tout, mais tu peux avoir un profil backlink pas cher à 70%, c'est pas idiot, tu vois, et t'es pas en train de faire une erreur, et ça reste quelque chose qui est complètement viable comme forme de stratégie, surtout pour du e-commerce où les backlinks sont pas forcément, voilà, c'est important pour se lancer, mais c'est pas non plus la chose qui va tout changer. Et pour augmenter pour les vendeurs de liens, un truc qui marche bien, c'est pour augmenter le nombre de RD sur les vendeurs de liens. Comme les liens sont qu'à 7 euros, en fait, voilà, tu peux avoir tes 100 RD très rapidement, en fait, grâce à ça, compléter un peu tes RD avec ces backlinks pas chers, qui sont bien pris en compte par tous les outils. Donc, pour ce type de profil-là, ça marche bien aussi. Et en plus, ça, ils ont un peu de puissance, ils vont pousser, ils vont te permettre de gagner du trafic. Donc, plutôt efficace. Trop cool. Si ça vous intéresse, vous trouverez un lien pour Linka Vista et pour aller tester ce service en description. Sur cette partie-là, d'ailleurs, avec les Wizards, nous, on a toujours été très transparents. On a fait un gros podcast sur le netlinking que vous pourrez également retrouver en description pour ceux que ça intéresse, pour aller voir. C'est globalement, on a les mêmes idées, les mêmes stratégies avec Léo, mais si vous voulez aller un peu plus loin, c'est assez dense et c'est un gros podcast qui a très bien fonctionné. Et nous, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, hein, c'est le fait de mixer les petits liens ou backlink pas cher avec des plus gros liens, de mixer. Et là, ce qui est intéressant dans ce qu'a présenté Léo aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de l'ancrage, c'est voilà, désoptimiser ces encres sur les petits liens qu'on achète pour pouvoir en gros les optimiser quand c'est pertinent. Et ouais. Très intéressant, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Léo, je sais pas si tu as des choses à rajouter sur cette partie netlinking. Non, franchement, c'est top. Enfin, je trouve qu'on a été bien exhaustif sur le sujet. Ça donne une bonne vue de ce qui se passe alors qu'il est en netlinking, comment les gens travaillent, etc. Et après, est-ce que le netlinking va continuer à être, tu vois, un truc aussi fort que ça dans le futur? Moi, je l'espère. Je sais qu'il y a d'autres facteurs qui sont pris en compte par Chrome, par les IA, etc., notamment navigationnels et plus interactionnels vis-à-vis du site. Donc, pensez à ne pas
mettre vos œufs dans le même panier et de travailler uniquement le netlinking. Pensez à travailler un peu votre interaction, votre rétention sur site, etc. C'est des choses qui sont de plus en plus importantes. Mais si vous avez jamais fait aucun backlink, vous avez là une clé de voûte qui va être pas mal à exploiter. Ça va vous faire plaisir quand ça va taper. Carrément. Merci beaucoup Léo pour ton intervention sur la chaîne Les Wizards. Merci à vous tous qui nous avez regardé jusqu'à maintenant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez des questions d'ailleurs à nous poser, que ce soit ou Léo à moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Léo. Salut Arthur.